Bassam Tan, bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir à nouveau sur l'agence InfoLibre. Nous vous avons sollicité aujourd'hui pour faire un tour d'horizon de l'actualité qui a été plus que mouvementée. Nous parlerons du pacte de paix en Syrie, des femmes des minorités ethniques qui sont violées par l'État islamique et dont on parle relativement peu dans les médias, il faut le dire. Mais avant tout, nous souhaiterions vous faire réagir sur la récente attaque déjouée dans le Thalys, qui pose aujourd'hui la question de la sécurité lors de ces voyages ferroviaires, notamment sur ce Paris-Bruxelles-Amsterdam. Comment avez-vous interprété cet événement déjà? Et pensez-vous que ce serait une bonne idée d'installer des portiques de sécurité comme dans les aéroports? Parler de ce qui s'est produit au Thalys m'amène d'abord à parler des cellules dormantes, sujet qui me passionne et sur lequel j'avais fait des séminaires à l'école de guerre et des interventions ailleurs. Ça me rappelle aussi, voyez-vous, une histoire d'il y a une vingtaine d'années. C'est que à l'époque, je luttais pour la laïcisation de l'enseignement de l'arabe en disant que toutes ces associations, loi 1901, qui étaient censées enseigner l'arabe en banlieue, en fait, étaient un peu suspectes parfois dans la mesure où il n'y avait pas de droit de regard sur ce qui se faisait. Un ami m'avait raconté qu'il était dans une association et un jour, ils ont eu une vérification de la police française à propos d'un prof d'arabe qui était là et qui venait de Bruxelles, de Belgique. Et quand on a ouvert les casiers dans le local de cette association, on a trouvé des kalachnikovs. Le président de l'association, à l'époque, avait nié toute responsabilité en disant « Moi, honnêtement, je croyais que c'était un prof d'arabe qui venait nous aider ces gens mal nantis pour découvrir leur culture, leurs origines. Tout paraissait noble dans les buts proposés. Mais n'empêche que ce n'était pas ça. Vous mettez en doute un petit peu les services de renseignement, si je comprends bien? Je mets en doute les services de renseignement et là, ça va m'amener après à parler de faut-il ou non faire des vérifications sur Thalys. Pourquoi Thalys, justement? Parce que selon mes renseignements et mes études, il y a une communication des cellules dormantes qui va d'Amsterdam, en passant par Bruxelles, Paris, qui va jusqu'à Madrid, et par ailleurs qui a des liens avec l'Allemagne. Or, il y a souvent des conférences organisées par des associations à couleur islamiste, je dirais. C'est pour cela que c'est très difficile pour faire le tri. Et dans ces conférences, il y a souvent des conférenciers qui partent d'Amsterdam, qui passent par Paris, qui reviennent à Bruxelles. Et je crois il y a quelques personnes qui devraient être surveillées dans ces transports. Et je suis sûr que le Thalys, ce train miracle, n'est-ce pas, qui relie rapidement ces capitales européennes, est un moyen idéal pour le transport des armes, puisqu'il n'y a pas de contrôle. Alors vous allez me dire, va-t-on contrôler tout le monde, stigmatiser tout bon musulman, entre guillemets, qui a une barbe? Moi, je suis pour un travail plus sérieux, c'est-à-dire les gens susceptibles de transporter des armes, il faut les surveiller. Maintenant, comment découvrir ces gens? C'est là tout le travail. Vous n'allez pas vous amuser à vérifier comme dans les avions tout ce qui passe. Non, il y a aussi des moyens électroniques qui peuvent, par exemple, je sais pas, mais moi je suis plus pour le travail humain. Il vaut mieux surveiller les gens douteux, affiches, que de passer tout le monde au crible fin. C'est une perte de temps, d'argent, et puis ça pose un véritable problème social. On va pas stigmatiser toute une population musulmane parce que on fait pas son travail de surveillance des cellules dormantes. Hein? Et j'ai plus d'une preuve qui montre qu'il y a un dysfonctionnement dans ces services.
Vous savez, au début de la guerre de Syrie, il y avait des gens qui allaient, des djihadistes à la gare du Nord, qui allaient à Bruxelles, et des gens qui venaient leur faire leurs adieux, et c'était public, devant tout le monde. Comment je le sais, il y avait une délégation syrienne qui était par hasard là, hein, mais à l'époque, vous savez, l'État français ne voyait pas le danger islamique. Il se disait, on peut pas empêcher les gens d'aller renverser un dictateur à Damas, et d'autres responsables politiques après de déclarer que les islamistes faisaient du bon boulot. Vous voyez, c'est une époque qui change, heureusement. Mais moi, je crois que cette ligne Italis, que j'aime beaucoup, j'ai été plusieurs fois à Bruxelles pour du travail, pour donner des conférences, justement, sur l'histoire du Coran au Centre culturel de Bruxelles, tout le monde le connaît, depuis 2003. Donc ça remonte déjà à 12 ans. Et je me posais toujours cette question, ce train n'est jamais surveillé. Alors, on sait que il y a tout un trafic d'armes sur ce train. Je l'ai dit, parfois j'ai eu des discussions avec des responsables, mais malheureusement, je crois que mes propos sont tombés dans l'oreille d'un sourd. Que dois-je dire? Voilà. Alors on va changer de sujet, on va parler du plan de paix souhaité par l'ONU, qui devrait être mis en place en septembre. Il a été voté à l'unanimité, la Russie n'ayant pas mis son veto, une première depuis 2 ans. Alors, Comment vous interprétez ça? Vous avez dit Russie, exactement. Vous voyez que c'est la Russie qui se dépense vraiment en efforts, en contacts, pour résoudre le problème syrien. Alors, il y a eu, il y a quelques semaines, toute une délégation de l'opposition syrienne, entre guillemets, et là, le jeu des Russes est très subtil. C'est-à-dire, dans cette opposition, ils montent les uns contre les autres pour mieux les dominer. C'est-à-dire, ils ont invité la coalition syrienne reconnue par les États-Unis et la France, qui en fait sur le terrain ne représente rien du tout. Ils lui ont opposé l'autre, la coordination, qui n'est pas de la même tendance politique, et ils ont dit qu'ils avaient déjà formé 4 commissions plutôt, pour préparer des solutions à la Syrie. Mais en même temps, la Russie va recevoir cette semaine, je crois, une autre délégation, c'est l'opposition de l'intérieur. Donc vous voyez, s'il y a une opposition de l'intérieur, elle reconnaît pas ce que reconnaissent la France et les États-Unis, la coalition. Hein. Donc vous voyez, cette opposition n'est pas unifiée. Et c'est très facile pour la diplomatie russe d'inviter tous ces gens-là en les flattant. Ils sont dans de beaux hôtels, ils croient qu'ils représentent quelque chose, les Russes savent très bien qu'ils ne représentent pas grand-chose. Hein. Mais ils sauvent les apparences, la façade, la face, voilà, voyez, on essaye voyez, on va vers une solution. Mais ceux qui tiennent la Syrie aujourd'hui, ce sont pas ces gens-là. Ce sont à peu près 80 groupes islamistes. Sur ce fond de 80 groupes se dénote évidemment l'État islamique qui tient la majeure partie de la Syrie côté islamiste, la branche d'Al-Qaïda qui est à Nusra, et d'autres là, ceux qui se sont unifiés dans l'armée de la conquête, Jaysh al-Fatah, voilà, avec les libres du Cham, enfin des groupes, voyez-vous, qui n'ont ni foi ni loi, ils sont avec le plus offrant. En gros, c'est ça. C'est chaque fois qu'un groupe islamique se disloque, c'est qu'il a trouvé un bailleur de fonds plus intéressant. Hein, c'est vraiment la vision réaliste des choses. Hein. Je ne cherche pas à caricaturer la situation, pas du tout. Hein. Elle est comme ça. Maintenant, on vous dit, voilà, les efforts russes, c'est que aussi les États-Unis ont compris que cet État islamique leur échappe et commence à menacer leur allié principal dans la région, l'Arabie saoudite. Il menace même tous les pays du Golfe. Alors, avec l'accord iranien sur le nucléaire, les choses se détendent. Alors, pour amener ces gens-là à un accord et un consensus, la Russie
fait croire, hein, tout en affirmant le contraire, hein, qu'elle lâche Assad. En fait, elle ne lâche pas Assad. Chaque fois que les autres disent oui, mais c'est une condition préalable, on leur dit non, 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 non. Pour le moment, faisons des commissions, étudions la chose, on verra après. En attendant, hein, l'armée syrienne ne perd plus ses positions. Hein. La bataille de Zabadani est pratiquement tombée. Hein. Il reste que quelques poches que l'armée syrienne nettoie. D'accord? Question front-sud sur Daraa, les 30 000 envoyés de Jordanie ont su essuyer une défaite cuisante et n'ont pas réussi à entrer à Damas. Dans le front nord, tout ce qu'on a proposé, c'est de laisser sortir les habitants des deux villages chiites, à savoir Foua et Kafraya, en contrepartie être plus tolérants et laisser sortir les gens de Zabadani. Bon, alors il y a eu toute une salade là-dessus qu'en fait le gouvernement syrien cherchait à faire une discrimination ethnique, à déjà définir les limites d'un nouvel État syrien chiite alawite. Tout ça c'est du baratin, ça tient pas. Et militairement parlant, permettez-moi, parce que je suis toujours en contact avec mes parents qui vivent à Alep, prenez une ville comme Alep. Selon tous les experts, pour que le gouvernement puisse libérer toute la ville ou que les islamistes occupent les quartiers loyalistes, il faudrait à peu près 1 demi-million d'hommes. C'est une ville qui s'étend, vous voyez, à peu près 42 kilomètres sur 45 kilomètres. Qu'est-ce que vous voulez investir? Comme les combats de rue, comment voulez-vous déloger, hein, que ce soit pour les uns ou pour les autres, l'ennemi supposé de cette superficie? Mais c'est impossible. Il faut donc qu'il y ait. Donc tout évolue parce qu'on a senti que cette guerre de Syrie, et c'est ma conclusion, devenait très dangereuse pour l'Occident. Vous voyez aujourd'hui, le président Hollande a déclaré qu'il faut s'attendre à d'autres attentats terroristes dans Thalys ou sur les... Mais il a raison, mais il répète ce que j'ai dit il y a longtemps. Hein. Il y a 4 ans que je chante cette chanson. Et là, on sent le danger réel. Selon les statistiques, aujourd'hui, en Syrie, il y a 35 000 à 40 000 djihadistes étrangers. Qu'est-ce que vous allez en faire au moment où leur chef lance un appel aux loups solitaires d'Amérique et d'Europe, et surtout en France, de frapper la France? Vous voyez? Donc, la solution de notre problème, c'est de trouver un accord avec le président légitime, oui, je dis bien légitime, parce qu'il a été élu démocratiquement, le président Bachar el-Assad, que je considère, et je n'ai pas honte de le dire, comme un grand homme d'État, et non pas un boucher, comme on a tenté de nous le faire croire pendant ces 4 années, surtout qu'il n'y a aucune preuve du massacre chimique. Tout montre que ce sont les rebelles qui ont utilisé le chimique. Et là, les États-Unis reconnaissent que l'État islamique a utilisé le chimique contre les Kurdes et est en train d'utiliser le gaz moutarde à Alep ces derniers jours. Juste une remarque, le plan d'aide fait suite justement à un bombardement du gouvernement de Bachar el-Assad sur un marché. Ouais. Alors comment vous... Alors là, vous savez, ce qui est curieux, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un anniversaire bidon, hein, d'un massacre bidon, où on accuse le gouvernement syrien, on crée un autre événement. Au même moment où il se peut qu'il y ait eu ce bombardement, cette guerre elle est sale, hein, elle est sale pour tout le monde. Mais personne ne parle des bombardements quotidiens d'Alep ou d'ailleurs, où il y a des dizaines de morts. Vous voyez, il y a une mémoire sélective.
et même dans le choix des événements sur nos médias français, on voit, mais c'est tellement cousu de fil blanc, c'est trop gros, ça fait rire, hein. Vous voyez, on parle de ça, mais on parle pas, par exemple, de ces 2 villages chiites qui sont encerclés. On parle pas des viols contre les minoritaires. Non. C'est un sujet qu'on va aborder. Bah, on parle en tout cas du viol sur une américaine. Ça, on en parle. Alors là, oui, on a parlé du viol de cette américaine qui a été enlevée à Alep d'ailleurs par des islamistes. Qui était normalement on va dire, pour dire grossièrement, le jouet du calife. Du calife, vous l'avez dit. Alors comment on le sait? Certains vous disent oui, mais l'information est américaine. On peut pas. Alors quand ça vous plaît, vous dites les Américains, l'information américaine est bonne, elle est fiable. Quand ça vous plaît pas, vous dites elle est américaine, elle n'est pas fiable. Non, soyons sérieux. Le témoignage est celui de 2 femmes yézidis qui étaient avec cette américaine chez un adjudant du calife, et le calife rendait souvent visite à cette américaine, et selon ces 2 femmes yézidis qui ont été libérées, il abusait d'elles souvent. Voilà. Voilà l'information concernant cette dame. Mais du même coup, vous voyez, ce qui est abominable, on oublie qu'il y a 3000 femmes yézidis qui sont toujours prisonnières, esclaves sexuelles de l'État islamique, de Daesh. Et là, permettez-moi de prendre la défense de l'islam orthodoxe, qui est le même islam pour sunnites, chiites. Là, il n'y a personne qui peut contester cela. Il n'y a aucune obligation de viol, ni de rite religieux en islam, pour violer les femmes esclaves. Parce que si vous lisez les témoignages, maintenant on a toute une littérature là-dessus. Il y a un Irakien qui a fait un livre, il y a 25 chapitres. Chaque chapitre est consacré au viol d'une yézidie et à son témoignage. Et ça promet, il y aura d'autres témoignages. Donc, qu'est-ce que vous lisez? Que le violeur fait croire à sa victime qu'il accomplit un devoir religieux. Et c'est un rite, et c'est une obligation de l'islam. Alors là, écoutez, vous lisez toute la littérature musulmane, il n'y a rien qui atteste cela. C'est du n'importe quoi. Et surtout, quand les médias français, à un moment donné, vous vous souvenez de cette journaliste du Monde, dans une petite vidéo, j'ai plus son nom en tête, qui se prétendait spécialiste du viol dans le monde arabe, qui avait travaillé sur Kadhafi, violeur, bref. Le jeune journaliste du Monde lui demandait, bon, vous avez parlé du viol de l'armée syrienne dans les prisons, et les islamistes ne violent pas? Et elle dit que je sache, enfin, vous vérifierez, à ma connaissance, on n'a pas de preuves, de témoignages. Alors, juste une dernière question. Vous parlez donc des viols à l'encontre des femmes perpétrés par le régime de Bachar al-Assad. Qu'en est-il des viols peut-être à l'encontre des hommes, et qu'en est-il des viols aussi perpétrés peut-être par les factions rebelles? J'aurais bien aimé savoir si également le viol était une arme de guerre du côté rebelle. Du côté rebelle. Je n'en ai aucun témoignage, je n'ai jamais entendu de preuves. Il y a évidemment de mauvais traitements, il y a des kidnappings de femmes pour échanger contre des prisonniers, etc. dans les 2 camps, bien sûr. De viol, je n'ai jamais entendu parler côté rebelle. Vous vous rendez compte? C'est exactement quand je disais aux médias que les islamistes formaient la majorité de la rébellion syrienne, et qu'on se moquait de moi, on me disait, mais non, monsieur Tahan, vous exagérez, que c'est 5%. Et ça, c'est les éditorialistes des grandes chaînes. Franchement. Vous entendez parler maintenant de la Syrie, de tous ces sujets? Motus et bouche cousue. Plus personne n'en parle. Pourquoi? Mais parce que ça leur donne mauvaise conscience. Et ils veulent pas reconnaître leur faute. Voyez? Et je vous remercie de me donner l'occasion de m'exprimer là, de mettre les points sur les i. Le viol des yézidis est intolérable. Pas simplement les yézidis, il y a également des chrétiennes. Vous parlez de viol de jeunes filles de 12 ans parfois, en disant que dans les pays chauds, comme dans l'islam, l'âge de mariage est assez bas parce que la jeune fille a ses règles, elle est mature avant, ça dépend de conditions climatiques, géographiques, vous connaissez tout cela.
Mais là, ils s'en servent pour dire on va prier avant et après le viol. Et répondant au questionnement d'une des jeunes filles violées, il lui dit qu'il se rapproche de Dieu en faisant ça. Non mais où va-t-on? Où va-t-on? Vous vous rendez compte de l'image qu'on donne de l'islam, hein? Que c'est une sunna de... Alors, est-ce que l'islam a aboli l'esclavage? Non. Dans le Coran, l'esclavage existe. Mais, dans le Coran également, il y a beaucoup de choses qui montrent que l'islam appelle à affranchir l'esclave, à supprimer l'esclavage. Vous voyez? Mais il ne l'abolit pas, d'accord? Mais de là à en faire un rite de viol, c'est du n'importe quoi. Ah. C'est aussi fou que tout ce que raconte le Baghdadi dans les khutbahs, les cérémonies, les discours qu'il a fait, que j'ai d'ailleurs traduit en partie, et sur les chiites, les chrétiens, tout ça, ce n'est pas dans le Coran. De toute façon, on pioche souvent ce qui nous intéresse dans les livres saints. Ça révèle plus de la personne que de la réalité de ce qui est écrit dans le Coran. Oui, et puis vous voyez, ce qui fait mal, c'est que là, les États-Unis, je crois, commencent à comprendre, c'est qu'ils peuvent plus bénir l'action des privés particuliers koweïtis qui ont aidé tous ces islamistes. Les particuliers riches du Koweït ont autant aidé les islamistes, l'État islamique, Al-Nusra, Al-Qaïda, que les États. Vraiment. Vous voyez? Et ça devient une menace pour eux. C'est là une menace pour le monde. Donc c'est pour cela que les Russes ont dit oui, tout le monde a dit oui au Conseil de sécurité. Reste un petit pas à faire. C'est celui de tendre la main à Assad, franchement, de travailler avec lui, parce que c'est de Syrie que viennent ces... vous voyez, et je crois qu'on va y arriver. J'ai entendu dire, je sais pas, les bruits courts, que même Fabius allait envoyer 3 députés ou parlementaires à Damas. Eh ben, enfin, une bonne nouvelle qui va nous sortir de cet orgueil français qui n'a aucune raison d'être. Il faut reconnaître ses erreurs. La sécurité du Français passe avant l'amour-propre. Oui, je le dis. Et la sécurité de tout Français est primordiale. Ça doit être une priorité du gouvernement. Et on s'en fout de dire qu'on s'est trompé. Ça arrive à tout le monde. Enfin, voilà. Bah écoutez, merci beaucoup Bassam Tam en tout cas. Merci Info Libre et comptez toujours sur moi pour les nouvelles dissonantes.